Il n'y a plus d'observations sur les autres délibérations. Monsieur Carême, avant le vote. Juste pour rappeler qu'on vient de faire, enfin on termine vendredi, toute une série de réunions avec la population, de concertation sur la mobilité en règle générale, qui se décompose en 3 volets, cette réunion, pour que tout le monde... C'est une acculturation, j'allais dire, de la mobilité sur notre territoire. Donc la place de la voiture, la place des transports en commun, la place du vélo et de la marche à pied dans les déplacements. Ça permet d'avoir un échange qui dure à chaque fois plus de 2 heures. On dépasse le cadre de la réunion, fructueux avec la population, sur tous ces déplacements. Et ça amène vraiment chacun une culture commune autour du déplacement qui permettra dans un second temps d'aller passer des réunions uniquement sur le problème du bus, du TCSP et du réseau DK+. Elle se fait en 2 temps, mais ce n'est pas inutile. Là, alors, on présente aux habitants aujourd'hui les grandes lignes de ce que sera ce DK+, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis maintenant, le bureau d'études va nous accompagner. On va aller présenter après à la population ce projet-là, et la population nous fera aller remonter ce que j'explique aussi dans la délibération, discutera du tracé, de la manière de faire, etc., etc. Et donc ça se co-construira avec la population, mais je pense qu'on va y passer facilement 2 heures aussi, chacune de ces réunions, sur le nouveau projet de DK+. Enfin, tous les maires qui sont ici, qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir dans leur collectivité, peuvent témoigner de la qualité des échanges avec la population. Voilà, moi je suis assez enthousiaste dessus. Voilà, ça sera une 2e concertation, mais elle n'est pas inutile. Le projet est ambitieux, il engage beaucoup d'argent. C'est le premier budget communautaire, le président nous le dit, enfin le vice-président aux finances le dira tout à l'heure. Donc ça mérite qu'on s'attarde un peu dessus. Quant à l'étude de un peu plus de 460 000 euros, je ne sais plus, hors taxe, c'est une étude sur les déplacements, parce qu'on se base sur des chiffres 2003 et on va aller chercher les chiffres des habitudes de déplacement. Donc c'est encore complètement autre chose, avec une méthode très précise pour pouvoir avoir des comparaisons au niveau national sur les autres agglomérations. Très bien, on va passer au vote, mais je trouve qu'effectivement ces débats sur la mobilité sont extrêmement importants. C'est un enjeu évidemment extrêmement important pour la communauté urbaine, à la fois sur la dimension économique, parce qu'on est en train de parler de pouvoir d'achat. Je veux dire, si on n'adapte pas l'agglomération aux enjeux de demain, l'impact de l'augmentation du prix de l'énergie, en particulier du prix de l'essence, sur le pouvoir d'achat des familles, ici, va être considérable. Donc c'est un enjeu économique vital pour les familles du Dunkerquois. D'autant plus que je rappelle que dès aujourd'hui, une grande partie de la population dunkerquoise n'a pas de voiture. On était à Saint-Paul pour une réunion, mon cher Christian, 1/3 des Saint-Paulois qui n'ont pas de voiture. À Grande-Sainte, ça doit être à peu près le 27%. Sur les secteurs... Île-Gentille, Jeu de Maille, Carré, c'est 45%, une population qui n'a pas de voiture. L'accès à l'emploi est un enjeu absolument déterminant pour ces familles. C'est un enjeu social, donc, parce que la mobilité, c'est avant tout la vie, l'accès au centre-ville, à la possibilité de se déplacer, rencontrer. Voilà. Et puis c'est un enjeu environnemental, parce que les problématiques de changement climatique, les problématiques, les contraintes environnementales qui vont s'imposer de toute façon au territoire feront que les territoires qui ont réussi à s'adapter en amont auront cette possibilité de pouvoir être prêts au bon moment. Donc c'est un enjeu crucial de ce mandat, les questions de mobilité. Je trouve que ces premiers débats avec la population ont permis aussi de faire passer un message en ce sens. Monsieur Carême, vous évoquiez la place de la voiture. Je trouvais qu'il y a eu des moments de débat très intéressants sur cette question-là. Je trouve que la population évolue très vite, beaucoup sur ces questions. Et on a eu peut-être, mais on a eu effectivement des échanges de très très grande qualité. Alors je vais passer au vote. Sur la délibération numéro 13, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde abstention, tous les autres sont pour, merci. 14 contre, abstention. Tous les autres sont pour, merci. 15 contre, abstention, tout le monde est pour, merci. 16 contre, abstention, tous les autres sont pour, merci. 17 contre, abstention, tous les autres pour, merci. 18 contre, abstention, tout le monde est pour, merci. 19 contre, abstention, tous les autres sont pour, merci. Enfin, 20 contre,
Abstention. Tout le monde est pour. Merci. Monsieur Titeka, vous avez une délibération qui d'ailleurs ne donnera pas lieu à vote puisqu'il s'agit de prendre acte d'un rapport d'activité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais vous présenter le rapport d'activité 2013-2014 de la délégation de service public du crématorium existant, assuré par la SARL, Centre funéraire Grand Littoral, et à création du comité de suivi pour le nouveau crématorium communautaire. Je vous rappelle que par délibération du 16 février 2013, il a été décidé de confier à la société Centre funéraire Grand Littoral, filiale de la société Vandenbusch, la construction d'un nouveau crématorium et l'exploitation du crématorium existant jusqu'à sa mise en service du nouvel équipement. Ce contrat de délégation de service public sous forme de concession d'une durée de 25 ans est entré en vigueur le 23 avril 2013. Conformément aux dispositions contractuelles, le délégataire a remis le premier rapport d'activité portant sur la période du 27 avril 2013 au 31 mars 2014, soit 11 mois, et dont les principales caractéristiques sont: sur l'aspect financier, 926 crémations ont été réalisées sur 11 mois d'exercice, générant un chiffre d'affaires de 336 507 € et le versement à la communauté urbaine d'une redevance de 10% du chiffre d'affaires, soit 33 651 €. Les charges d'exploitation s'élèvent à près de 260 000 €, dont 107 029 € pour les charges du personnel, soit 32% du chiffre d'affaires, 86 528 € pour les charges externes, représentant 25,7% du chiffre d'affaires, et 62 212 € au titre des autres frais d'exploitation, fourniture, entretien, gestion, représentant 18,5% du chiffre d'affaires. Il en ressort un résultat d'exploitation de 77 804 €, correspondant à 23,1% du chiffre d'affaires. Il est à noter que les tarifs hors taxes demeurent inchangés depuis 2008. Sur le plan technique, les opérations de crémation sont assurées par 2 opérateurs, ponctuellement assistés d'un salarié de la société Vandenbusch. Les travaux d'entretien périodique de l'appareil de crémation ont été réalisés, nécessitant 8 jours d'arrêt technique. Sur un plan plus environnemental, une révision du programme de l'appareil de crémation a eu lieu au cœur de l'été, avec pour objectif un meilleur suivi journalier des consommations. À la suite de l'entrée dans les lieux du nouvel exploitant, des travaux d'entretien importants ont été exécutés: nettoyage intérieur et extérieur, remise en peinture des portes extérieures. Sur la qualité du service, un bureau d'accueil a été créé par le nouveau délégataire pour répondre dans l'attente du public et optimiser les services internes. Le règlement intérieur a été modifié pour étendre les plages horaires proposées aux familles et opérateurs funéraires en passant de 4 à 5 possibilités de crémation par jour. Les 2/3 des crémations, soit 67,5%, sont issus du périmètre communautaire. Les cendres sont principalement dispersées dans le jardin du souvenir, 34%, mises en caveau, 30%, ou en columbarium, 29%. L'opérateur funéraire principal est la société Vandenbusch, qui a effectué près de 30% des crémations. Une journée d'information sur la crémation a été organisée le 1er novembre 2013, dont le succès témoigne de l'intérêt de la crémation au sein de nos sociétés modernes et au besoin réel de découvrir ce choix d'obsèques. Opération qui a d'ailleurs été reconduite le 1er novembre 2014. À propos de la construction du nouveau crématorium et de la mise en place du comité de suivi. La construction du nouveau crématorium a fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis favorable du commissaire enquêteur transmis le 13 mars 2014. À la suite de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2014, autorisant la création du nouveau crématorium communautaire, le délégataire a consulté et désigné les entreprises concourantes au projet. Le chantier a démarré en août et devrait s'achever en mars 2015 pour une mise en service le mois suivant. Le nouveau crématorium prendra la dénomination Crématorium Grand Littoral. Les poids lourds ne stationneront plus sur le parking adjacent au crématorium. Un arrêté municipal d'interdiction de stationner devrait être pris prochainement.
Conformément aux dispositions contractuelles, un comité de suivi est mis en place. Il se réunit au minimum une fois par mois pendant la période de construction et a pour objet de s'assurer de la parfaite exécution du contrat et de prévenir toute difficulté susceptible de survenir entre les parties dans le cadre de son exécution. Dès le mois de janvier, le délégant et le délégataire définiront d'une manière concertée les actions de communication autour de ce nouvel équipement. Voilà, Monsieur le Président, rapidement présenté les éléments essentiels dans ce rapport d'activité. Merci, Monsieur Titeka. Pas de vote. Il s'agit de prendre acte. Je vous en remercie. Monsieur Clincard, vous avez 2 délibérations. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rappelle que par délibération en date du 22 juin 2006, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, sans alourdir les charges des communes. À cette fin, une totale gratuité d'accès aux équipements communautaires a été instituée par le remboursement intégral aux communes, par le biais de fonds de concours attribués au titre de fonctionnement des écoles, des charges liées au transport et au droit d'accès de l'ensemble des écoliers aux équipements concernés. Jusqu'en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de l'exercice budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour certaines communes. Pour pallier à ces difficultés, à compter de 2010, il a été proposé qu'il le soit au cours de l'exercice concerné, sur la base d'un montant maximum prévisionnel qui permet le versement d'un acompte et en fin d'année d'un solde ajusté à due concurrence des dépenses réellement acquittées. Pour l'année 2014, les 5 équipements, je le rappelle, communautaires concernés sont le musée portuaire, le palais de l'univers, le Plus, le parc zoologique, la maison 3D et le golf. Ainsi, c'est 13 à 14 000 élèves de l'agglomération qui bénéficieront de ce dispositif en 2014, pour lequel les communes sollicitent un fonds de concours à la CUD. Le montant prévisionnel de ce fonds de concours s'établit à 346 644 € pour les 18 communes concernées en 2014. Il apparaît donc nécessaire de réajuster le fonds de concours provisionnel en 2014 pour 6 communes ayant sous-estimé leurs dépenses, soit un supplément de 23 356 €, pour un total donc global de 370 000 €. Vu les délibérations des 18 communes sollicitant un fonds de concours pour le fonctionnement des écoles et l'avis de la commission, des commissions ressources et administration générale, je vous demande donc de bien vouloir octroyer un fonds de concours aux communes du territoire de la communauté urbaine devant acquitter des frais de transport et d'entrée pendant l'année 2014 pour l'accès de leurs écoliers aux équipements communautaires, dans les équipements que j'ai cités préalablement, suivant l'annexe jointe à la présente délibération et pour un montant prévisionnel donc de 346 644 €, ainsi qu'un réajustement de 2014 de 23 356 €, donc un montant total de 370 000 €. Je poursuis, Monsieur le Président. La deuxième délibération va sensiblement dans le même sens. Donc je rappelle toujours qu'en 2006, la CUD a décidé par délibération d'apporter son soutien. Depuis cette date, plusieurs évolutions se sont produites. En l'occurrence, l'ouverture de l'excellente halle au sucre en tant qu'équipement communautaire à vocation pédagogique, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires qui a pour conséquence pour les communes de devoir organiser et supporter des temps d'activité périscolaires. Ces évolutions conduisent à proposer de compléter la précédente délibération afin de permettre aux écoliers d'accéder à la halle au sucre selon les mêmes conditions que pour les autres équipements à vocation pédagogique, et enfin d'aider les communes qui décideraient d'emmener les enfants vers les équipements durant les TAP. C'est là que réside la nouveauté. Pour permettre cet accès gratuit élargi pour les écoliers de l'agglomération, la communauté urbaine prévoit donc de fixer l'enveloppe prévisionnelle maximale du dispositif à 370 000 € et de la répartir entre les communes selon le nombre de leurs écoles. Pareil, la commission a émis un avis favorable. Donc je vous demande de bien vouloir approuver les nouvelles modalités du soutien de la CUD aux communes de l'agglomération pour favoriser l'accès de tous les écoliers aux équipements communautaires et donc d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget de la communauté urbaine et de vous autoriser à signer tout document afférent au règlement de ces fonds de concours. Merci, Monsieur Clincard. Tout ça le jour de vos 22 ans. Y a-t-il des observations ? Non. Je pense qu'on peut passer au vote.
Sur la délibération numéro 22, qui est contre, qui s'abstient, tout le monde est pour, je vous en remercie. 23, qui est contre, abstention, tout le monde est pour. Ben voilà, monsieur Clincard. Ben voilà. C'est là qu'on sent, voilà, c'est là qu'on sent l'impact de l'anniversaire. Voilà. Monsieur Devlois, vous avez une délibération. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il s'agit du plan exceptionnel de rénovation de la voirie pour la période 2015-2017. Lors du lancement des États généraux de l'emploi local, ont été évoquées les premières actions ayant vocation à soutenir l'emploi local. La première de ces actions concerne le soutien des entreprises de travaux publics à travers un plan exceptionnel de rénovation de la voirie. En effet, le linéaire de route, considéré en état mauvais et très mauvais, a progressé de 33% sur la période 2008-2013. Ce plan de rénovation de la voirie vise à pérenniser l'état patrimonial de la voirie en évitant les dégradations ultérieures plus importantes, donc plus coûteuses, à améliorer la sécurité notamment des deux roues en augmentant les conditions d'adhérence et l'uni de la chaussée, redonner le confort aux usagers, soit les usagers des bus sur les voies structurantes et de distribution, ou les personnes à mobilité réduite sur les trottoirs. Ce sont donc 22 km de chaussées et trottoirs supplémentaires qui seront traités sur les 3 prochaines années par rapport à ce qui est désormais déjà prévu au programme pluriannuel d'investissement qui vous a été présenté le 16 octobre dernier au Conseil communautaire. Les priorités d'intervention s'appuient sur l'état patrimonial des chaussées et trottoirs indépendamment des logiques de quotas de voirie. Une action particulière a été portée sur les voiries structurantes et de distribution. Le budget alloué au plan de rénovation de la voirie s'élève à 5,3 millions d'euros qui se répartissent ainsi pour 2015, 2,5 millions d'euros, pour 2016, 2 millions d'euros, pour 2017, 800 000 euros. Les couches de roulement reprises au titre de ce plan exceptionnel ont été intégrées au récapitulatif des opérations du programme pluriannuel des travaux qui figure en annexe de la présente délibération. Le programme des trottoirs intégré au plan exceptionnel de rénovation de la voirie est en cours d'élaboration. Je vous propose donc d'adopter le plan exceptionnel de rénovation de la voirie pour la période 2015-2017. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Devlois. Délibération très importante. Y a-t-il des observations? Monsieur Emery, puis Monsieur Bailleul. Bien, nous allons voter cette délibération, mais c'est une occasion pour nous de faire référence à ce que nous considérons comme être une gestion un peu médiatique du mandat. C'est le 12 septembre que la population apprenait qu'il y aurait un plan de voirie de 5 millions. Et c'est le 18 décembre que le Conseil, dans sa souveraineté, décide. Donc il faudrait savoir, à moins que le Conseil soit considéré comme une chambre d'enregistrement. Lors d'une précédente délibération, on a entendu parler de la conférence des adjoints au logement. Ah, il y avait la conférence des maires, maintenant il y a les conférences des adjoints au logement. Eh bien, est-ce que les élus minoritaires pourraient être destinataires des comptes rendus de ces conférences, puisqu'ils apparaissent être des organes décisionnels ou de préparation à la décision? Et puis vous dire, Monsieur le Vice-président, que nous allons voter dès demain ce plan exceptionnel de rénovation de la voirie et qu'on va même vous proposer de l'améliorer avec la motion de soutien aux bâtiments et travaux publics que vous pourrez voter également, vous, dès demain à la fin de cette séance. Monsieur Bailleul. Oui, pour évidemment imaginer que cette solution proposée dans le cadre des États généraux de l'emploi et pour soutenir l'activité économique est également un élément essentiel de ce qu'on a appelé vouloir rendre notre communauté urbaine plus proche
des habitants. Parce qu'il n'y a pas de meilleur spécialiste de sa rue que celui qui y habite. Il n'y a pas de meilleur spécialiste du petit trou à proximité de son trottoir ou bien d'un éclairage public défaillant que celui qui y habite. Avec ce que le vice-président a proposé ici, on est vraiment là en train de toucher à l'ultra-proximité de nos habitants et je ne peux que m'en réjouir en ma qualité de vice-président, mais surtout en ma qualité de maire. Merci. Plus d'observations. Je rappelle simplement, M. Emery, qu'il y a un exécutif qui a la responsabilité d'exposer une vision, des propositions. Puis il y a un législatif qui approuve ou non. Le Conseil communautaire peut ne pas approuver ce soir. Mais l'exécutif, s'il travaille bien et qu'il donne une vision cohérente, justement, s'il élargit la concertation, théoriquement, trouve une majorité dans le législatif. Voilà, c'est règle de base de la démocratie française. Donc l'exécutif fait son travail en proposant un certain nombre de choses. Je passe au vote. Délibération numéro 24. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Je vous en... Monsieur Rommel, vous avez 2 délibérations. Merci, Monsieur le Président. La première concerne la protection sociale complémentaire des agents. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, la communauté urbaine de Dunkerque était son propre assureur et avait dû se substituer à l'arrêt d'une mutuelle pour les agents. Donc nous en avions déjà parlé ici autour de cette même assemblée. Et c'est dans ce cadre, après avis du comité technique paritaire, rendu le 30 juin 2014, et par délibération du 10 juillet 2014, le Conseil communautaire a décidé de participer au financement de la prévoyance des agents communautaires dans le cadre d'une convention de participation. Nous avons donc lancé une procédure de mise en concurrence et à l'issue de cette procédure et après avoir recueilli l'avis du comité technique le 16 décembre dernier, il est proposé de sélectionner le groupement Collectim Generali Vie dont l'offre respecte le cahier des charges annexé à la délibération du 10 juillet 2014 et économiquement la plus avantageuse. Donc je vous propose donc de décider de retenir l'offre du groupement Collectim Generali Vie, d'autoriser, Monsieur le Président, ce représentant à signer la convention de participation, de décider de fixer le montant mensuel de la participation de la communauté urbaine de Dunkerque à 62 € bruts par agent et, ce n'est pas écrit dans la délibération, de féliciter les services qui ont mené un gros travail et dans des délais très courts pour réussir cette belle convention de participation parce que plus de 90% du personnel communautaire sera couvert dans les meilleures conditions et sans participation. Merci, Monsieur Rommel. La suivante ? C'est comme vous voulez, Monsieur le Président. Allez-y. La deuxième délibération, c'est tout simplement l'installation et la fixation du nombre de représentants au comité d'hygiène et de sécurité. Donc, vous savez ce que c'est ce comité d'hygiène et de sécurité. Il a pour mission de contribuer à la protection et de la santé physique et mentale, de la sécurité des agents et du personnel, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, de veiller à l'observation des prescriptions légales. Et donc, il doit comprendre autant de représentants de la communauté urbaine de Dunkerque désignés par l'autorité territoriale que de représentants désignés par les organisations syndicales. Donc, il est donc proposé de fixer à 8 le nombre de membres titulaires des représentants du personnel et à 8 le nombre de représentants de la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc l'avis de la commission ressources et administration générale était positive et je rajouterai même que le comité technique du 16 décembre dernier a donné un avis favorable aussi. Donc je vous demande de décider d'instituer ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de décider que le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail sera composé de 8 membres titulaires représentants du personnel et de 8 membres titulaires représentants de la communauté urbaine de Dunkerque. Le paritarisme. Y a-t-il des observations? Non. Je vous propose de passer au vote. Délibération numéro 25. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Délibération numéro 26. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Monsieur Hutin, vous avez 15 délibérations. Je vous propose de commencer par les délibérations 27 à 30, si vous le voulez bien, c'est-à-dire avant le budget primitif.
Oui, merci Monsieur le Président. Je m'en excuse, mais je vais peut-être vous contrarier un petit peu, mais vous serez d'accord avec moi. Je propose, pour une question de clarté, et c'est ce qui était prévu à l'issue de la commission par ailleurs, mais pour une question d'imprimerie, ça n'a pas été le cas, que la délibération 28 sur la DSC et la délibération 40 qui concerne la taxe sur l'électricité soient regroupées avec le budget à la fin de mon intervention, ce qui vous permettrait aussi de terminer avec l'ARENA, pour que tout le monde se soit plus clair et que tout ne soit pas mélangé dans le cadre de ces délibérations. Donc je commencerai par si tout le monde est d'accord et si le Conseil est d'accord, parce que je pense qu'il y a un changement d'ordre, il faut que le Conseil soit d'accord, qu'il n'y ait pas d'opposition majoritaire, Monsieur le Président. Quelqu'un s'oppose? Tout le monde est d'accord, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc la première délibération concerne l'indemnité de conseil allouée aux receveurs-percepteurs de la communauté urbaine. C'est une indemnité classique qui existe dans 98% des communes. Je sais qu'elle est soumise en ce moment à un certain nombre d'interrogations. La ville de Dunkerque ne la vote pas, un certain nombre de villes ne la votent pas, mais je propose qu'elle soit votée à la communauté urbaine. La deuxième délibération, qui sera donc la 29, est une délibération qui concerne la fixation des tarifs des redevances et prestations liées à l'assainissement. Vous le savez, nous facturons au coût juste. C'est la règle, c'est la loi, puisque nous avons un certain nombre de prestataires, soit prestataires extérieurs, soit les services de la communauté urbaine qui s'en occupent. Donc nous prévoyons une augmentation de 0,9%, sauf dans 2 cas. Pour être très précis, donc 2 cas. L'un est lié à un marché de prestataires, la redevance branchement qui n'est plus à la hauteur de ce qu'elle coûte. Et nous devons de facturer le coût normal. Sur ces 10 dernières années, la valeur de la révision du coût de ces travaux était de plus 35%, ce qui était quand même une pénalité pour la communauté urbaine importante, alors que le montant de la redevance n'avait été réévalué que de 19%. Donc nous proposons de l'augmenter je crois que c'est 10%, c'est ça? Oui. Oui. Et le deuxième concerne un certain nombre de travaux qui sont réalisés, il en existe encore un certain nombre dans l'agglomération, de fosses septiques. Là, ce sont les agents de la communauté urbaine qui le réalisent, et nous proposons une augmentation de 10% pour que ça corresponde au coût réel de la prestation, ce qui est légal, légitime par rapport à l'objectif qui est le nôtre. La 18, c'est la suivante, c'est la 30. La 30, c'est une décision modificative. Alors pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle ventilation des dépenses et qui concerne les dépenses de notre personnel délégataire. Ça pourrait surprendre, mais nous sommes dans une situation où on pourrait voir une augmentation importante de nos charges de personnel. Mais désormais, la règle veut que nos personnels délégataires, les charges de personnel du délégataire, intègrent le chapitre 012 de la collectivité. Et donc, nous nous conformons aux règles. Et donc, ça fait une augmentation importante, mais qui ne correspond qu'à une nécessité, une volonté législative, comme vous le disiez, Monsieur le Président. Les dépenses de personnel avaient été surévaluées, donc elles sont réduites d'1,7 million par rapport à ce qui avait été prévu, et c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle pour la communauté urbaine. Et quant aux frais financiers, ils sont majorés de 630 000 €. Ce sont les produits financiers, c'est un ajustement. Sur le budget assainissement, il n'y a pas d'évolution en dehors de ce qui se passe pour Guyvelde. Il y a un certain nombre d'inscriptions de recettes nouvelles, et on aura un emprunt qui sera réduit de 3 530 000 €. Nous avons des subventions ensuite pour le budget transport. C'est des subventions, c'est technique. Simplement, c'est une délibération qui rentre dans ce que nous faisons d'habitude pour ajuster l'ensemble. Nous avons ensuite une provision pour risque, qui est une provision traditionnelle, puisque nous sommes notre propre assureur. Il n'y a pas d'assureur qui nous assure sur ce domaine. Donc ça concerne les stations de Saint-Georges, Lonne-Plage, Bourbourg et Gravelines, le dépôt d'autobus et le centre de tri. La provision que nous allons inscrire est donc une provision de 88 300 €. Nous avons des provisions en charge pour le budget transport. Vous savez, nous avons un budget transport qui concerne en particulier le transport à haut niveau de service, de THNS, sur lequel nous avons une provision de 31 millions € aujourd'hui. Elle sera fixée à 8 202 580 € pour 2015.
C'est ce qui concerne. Il y a déjà un certain nombre de dépenses qui ont été faites d'ailleurs. Je pense à Saint-Paul en particulier et Damien C par rapport au québus qui sont particulièrement marquables sur des grands axes et qui sont appréciés par l'ensemble des utilisateurs. Et ça fait partie de notre transport à haut niveau de service. Nous avons une attribution de compensation pour la communauté. La commune de Guyvelde, ce sont des dépenses qui n'existent plus pour Guyvelde, qui sont transférées à la CUD, mais la loi nous oblige à les récupérer. Jean, voilà, et c'est comme ça. Et donc, bon, c'est 0-0, quoi. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Nous avons eu l'occasion d'en discuter. Voilà. Mais on fait tout ce qu'il faut pour la commune de Guyvelde, du moins je l'imagine. Nous avons ensuite l'attribution des subventions. Alors celles-ci sont, je n'en parlerai pas spécifiquement, puisqu'elles ont été étudiées dans l'ensemble des commissions. Nous avons une annulation de recettes du SIDF dans le cadre du Tour de France à la voile. Le SIDF a demandé de casser le contrat qui existait avec le Tour de France à la voile et d'annuler ainsi un titre de 49 000 € qui avait été émis le 16 septembre 2014. Ensuite, nous avons le tarif de la fourrière animale avec l'approbation de la grille tarifaire. C'est le tarif de la SPA qui est donc notre, entre guillemets, délégataire pour tout ce qui touche au bien-être et à l'hébergement des animaux. Nous avons ensuite la gestion de la dette et de la trésorerie. C'est une délibération qui permet à notre président de gérer au plus près l'ensemble de la dette communautaire. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans les années qui viennent, puisque compte tenu de ce qui se passe au niveau des marchés, ça se joue au jour près. J'ai eu l'occasion de voir comment ça se passait dans le service des finances. Et il faut que le président puisse signer rapidement un certain nombre de décisions par rapport aux emprunts qui sont les nôtres. Et très franchement, c'est une libération qui est essentielle puisqu'elle nous permet de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent et d'être opérationnel quant à la gestion de la dette et de la trésorerie. La 40, j'y reviendrai pour terminer, puisqu'il s'agit de la taxe d'électricité, consommation finale d'électricité. Et nous avons également un versement partiel de participation annuelle 2015 au syndicat mixte Dunkerque-Neptune. Pour terminer, il s'agit simplement, le syndicat mixte Dunkerque-Neptune devant faire face à des difficultés de trésorerie, nous demande une participation avancée à hauteur de 80%, ça fait 420 000 €. Nous allons verser par anticipation. Peut-être, Monsieur le Président, pour nous faire voter ces délibérations avant de passer au débat sur le budget. Une petite pause. Y a-t-il des observations sur les délibérations présentées par Monsieur Hutin? Madame Bulté? Monsieur Faucon? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la délibération numéro 30 et la décision modificative numéro 3, et notamment concernant les dépenses de personnel annoncées à la baisse. Et je voudrais évoquer les emplois d'avenir, s'il vous plaît. Donc, mon questionnement au nom du groupe Littoral Gagnant pose sur l'insertion professionnelle des jeunes recrutés. Depuis novembre 2012, 500 contrats d'avenir ont été signés sur le périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque pour des jeunes qui, sans ce dispositif, n'auraient que peu de chances d'avoir un emploi. Ces jeunes, peu qualifiés ou peu formés de 16 à 25 ans, et en particulier ceux résidant en ZUS, ont signé un contrat qui arrivera pour la majorité d'entre eux à son terme au dernier trimestre 2015, soit dans quelques mois à peine. Ces emplois dans les collectivités ou les associations sont utiles et porteurs d'espoir pour l'insertion de ces jeunes dans la société et sur le marché du travail. Mais à l'heure où les emplois durables, et notamment ceux des jeunes peu qualifiés, sont malheureusement trop rares, qu'en est-il justement du devenir de ces 500 emplois à l'heure actuelle? Comment, Monsieur le Président, les emplois d'avenir sont-ils inscrits dans les réflexions des États généraux de l'emploi local? Quel bilan de ce dispositif au niveau local peut être dressé et quelles perspectives pour ces jeunes peuvent être proposées en lien avec tous les acteurs de l'emploi? Ce dispositif permet bien d'accompagner et de former ces jeunes qui paraissaient les plus éloignés de l'emploi et qui ont aujourd'hui un travail, un salaire et une formation. Ces emplois d'avenir sont nécessaires. Mais que deviendront-ils si les collectivités ne proposent pas un accompagnement ciblé en lien avec ces acteurs de l'emploi et en particulier les entreprises? Vers quel dispositif local ou vers quel plan de formation pourrait-on les orienter
à l'issue de leur contrat d'avenir, pour ne pas les laisser se retrouver sans perspective, parce qu'il faut impérativement, Monsieur le Président, pouvoir leur proposer justement un avenir. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cet intérêt que je vous sais porter à la politique d'insertion, et notamment des jeunes, et pour votre attention. Merci, Monsieur Faucon. Oui, Monsieur le Président, donc ça concerne la délibération numéro 37. Notre groupe reste très attaché à la compétition donc, du Tour de France à la voile, qui fait rayonner notre territoire et renforce l'identité maritime du Dunkerquois, avec de véritables retombées économiques du Tour de France. Le Tour de France, dans sa dernière version, était à bout de souffle. La poursuite avec l'organisateur ASO est de bon augure. J'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec le président de la Fédération française de voile, monsieur Jean-Pierre Champion, lors du dernier salon nautique. Alors, pourquoi pas un bateau dunkerquois qui puisse continuer d'y participer avec un maximum d'équipage issus des écoles de voile de Gravelines, de Dunkerque, et pourquoi pas un skipper, puisque j'ai eu l'occasion de voir dans la presse que vous étiez aux côtés de Bertrand Passé. Alors pourquoi pas skipper par Bertrand Passé, à moins que vous lui donniez une autre orientation. Et enfin, en ce qui concerne l'annulation du titre de recette du SIDF, est-ce que cela veut dire que c'est la CUT qui va se substituer totalement sur le financement du Tour de France à la voile? Très bien. Je peux prendre, je regarde quand même les différents vice-présidents en charge, mais je vais dire deux, trois mots. Sur le Tour de France à la voile, oui, c'est vrai qu'en échangeant avec le président du SIDF, on a estimé qu'on était là sur un grand événement d'agglomération et qu'il était plus logique que ce soit la communauté urbaine qui en soit le pilote et le prenne en charge. On essaie de faire une sorte de partage des événements en termes de pilotage. Et c'est vrai que le Tour de France à la voile fait partie de ces grands événements communautaires aujourd'hui. Sur la présence d'un bateau, l'idée est bien ça. Le but du jeu est tout simplement de faire évoluer, Martine Arlabos pourrait le dire mieux que moi d'ailleurs, de faire évoluer effectivement la politique sportive de haut niveau en matière de voile, plutôt qu'un bateau de mercenaires, si vous me permettez l'expression, où aucun Dunkerquois n'était dessus, et puis aucun lien avec la formation dunkerquoise. Le but du jeu, c'était de privilégier l'émergence d'une nouvelle génération de grands marins dunkerquois, comme on l'a connu ici sur ce territoire, en faisant le lien, tout simplement, entre le bateau Tour de France à la voile et la dimension formation. Il fallait pour ça un homme pour le porter, qui puisse à la fois avoir un amour du territoire, vous comprenez pourquoi, et à la fois une très grande expérience et une légitimité incontestable. Bertrand Passé a accepté d'être celui-là et donc va prendre en charge Voile Ambition Dunkerque et toute la formation. Voilà. L'ambition qu'il a, c'est bien entendu de participer au Tour de France à la voile. Alors, est-ce que cette année ou pas, c'est juste un problème de bateau, de disponibilité de bateaux? Vous savez qu'on a changé de modèle et il y a juste un problème de disponibilité. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, l'enjeu de la formation, ce n'est pas forcément de gagner le Tour de France à la voile en 2015 ou même en 2016. L'enjeu de la formation, ce sera effectivement d'utiliser la participation au Tour de France à la voile pour faire émerger ces grands marins dunkerquois. Et ce sera via le Tour de France à la voile ou ce sera via d'autres grandes courses. Et à l'image de Bertrand Passé, comme Joël Séten, comme Pascal Lès, comme bien d'autres, on pourra à nouveau être fiers demain d'avoir mis sur orbite, j'ai envie de dire, une nouvelle génération de marins dunkerquois qui fera briller notre territoire aussi sur d'autres courses que le Tour de France à la voile. Je crois qu'une politique sportive de niveau, ce n'est pas simplement le nom de notre ville sur un bateau, ça va bien au-delà. C'est quelque chose qui doit lier toutes les compétences du territoire et aussi renvoyer un message à notre jeunesse. Et j'ai toute confiance en l'organisation qui est en place aujourd'hui. Ça nécessite un petit peu plus de temps pour être efficace, mais on verra dans les années qui viennent si cette nouvelle génération de marins dunkerquois sera au rendez-vous. Au regard des premiers retours que j'ai de Bertrand Passé, il me semble confiant. Donc je vais pour l'instant partager sa confiance. Sur la question des emplois d'avenir, à titre personnel, je me suis déjà exprimé à de nombreuses reprises.
Les emplois d'avenir auront l'occasion effectivement de pouvoir candidater aux postes qui seront ouverts par la collectivité locale. Leur expérience interne à la communauté urbaine ou même dans les villes où ils sont, évidemment, leur servira, leur donnera un atout considérable dans les jurys, puisqu'ils auront l'expérience de la collectivité, ils auront démontré déjà beaucoup de compétences et beaucoup d'envie. Donc je ne doute pas qu'ils puissent effectivement être très compétitifs dans ces jurys. Après, en fonction des collectivités, certaines collectivités, là je parle pour la CUD, mais peut-être aussi un certain nombre de villes, il n'y a pas forcément toujours le nombre de postes ouverts par rapport au nombre d'emplois d'avenir qui ont été signés. J'ai envie de dire, la réduction des dotations de l'État passe par là, et nous le subissons tous. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des maires aujourd'hui. Donc le but du jeu, ce sera de réussir la meilleure intégration possible de ces emplois d'avenir dans la fonction publique territoriale. Je pense, et comme vous l'avez dit, je crois formidablement à cette politique d'insertion. Je pense qu'un emploi d'avenir qui est dans une collectivité, la collectivité, effectivement, a un devoir vis-à-vis de cet emploi d'avenir. Et même si la sortie n'est pas toujours dans la collectivité, il y a une responsabilité d'accompagnement importante, même si la réduction des dotations de l'État fait que l'issue n'est pas forcément dans le public. La collectivité doit quand même être à ses côtés. Mais je redis ce que vous avez dit d'ailleurs très bien. Je pense que la politique d'insertion a une vraie utilité, y compris sur ce territoire. Et elle doit continuer à s'affirmer, même dans des temps difficiles. Monsieur Hutin, je me suis permis d'ailleurs de répondre directement sans vous proposer la parole. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Non, simplement, sur la communauté urbaine, je pense qu'il y a 35 emplois à venir qui sont en ce moment en contrat, voilà, ouais, à ma connaissance. Alors, je vais passer au vote sur les délibérations présentées par monsieur Hutin. La délibération numéro 27, qui est contre... Attendez, je n'ai pas compris. Vous souhaitez la parole, monsieur Nave? La parole à monsieur Nave. Oui, on était sur la délibération numéro 37. Je souhaitais également intervenir sur cette subvention annulée par le SIDF. Nous voterons pour cette délibération. Nous comprenons que la subvention du SIDF sera remplacée par une subvention à la CUD. Nous nous interrogeons sur l'intérêt pour la CUD de verser de l'argent dans ce type de manifestation professionnelle. Nous interrogeons sur l'intérêt de financer un bateau, effectivement, et ça a été rappelé, avec des skippers qui ne sont pas du Dunkerquois et qui vont s'entraîner sur d'autres territoires. Voilà, nous sommes pour notre part favorables à un Tour de France avec des équipes amateurs, susceptibles d'attirer peut-être plus de monde et qui coûtera moins cher à la collectivité. Merci. Merci. Je complète la réponse. Moi, je veux distinguer l'événement local et le bateau. Voilà, il y a deux projets. L'événement local, il a une portée incontestable en termes d'animation de station. Je ne trahis rien maintenant puisque la logique du nouveau d'ASO, qui est l'organisateur du Tour de France à la voile, a été dévoilée. Vous savez que maintenant, les courses se feront à proximité du bord, et donc il sera possible de davantage suivre les régates. Ici, sur Dunkerque, on travaille sur l'installation de la base de départ, non plus dans le bassin du commerce, mais sur la plage. Ce qui va donner effectivement, et probablement, et c'est pas probablement, c'est sûr, au mois de juillet, au début du mois de juillet. Donc ça peut donner effectivement un élément attractif, ça sera un élément attractif supplémentaire pour notre station balnéaire en début du mois de juillet, un moment où le début de saison est encore un peu difficile. Et donc c'est un coup de booster dans notre politique d'animation touristique en direction de notre station balnéaire. Donc là-dessus, voilà l'intérêt de l'événement. Le bateau, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, donc je pense qu'avoir été clair. Je pense que la participation de la communauté urbaine à ce genre d'événement, si elle s'inscrit dans un projet de formation, peut avoir du sens. Voilà, je crois que j'ai résumé assez facilement l'idée que je voulais exprimer tout à l'heure. Nous pouvons passer au vote. Je vous en remercie. Sur la 27, qui est contre? Qui s'abstient?
Contre ou abstention? Contre, d'accord. Abstention, tous les autres sont pour, je vous en remercie. La délibération numéro 29, qui est contre? Qui s'abstient? Tous les autres sont pour, merci. La délibération numéro 30, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, tous les autres sont pour, je vous en remercie. Je passe à la délibération numéro 32, qui est contre? Qui s'abstient? Tous les autres sont pour, merci. Délibération numéro 33, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, merci. Délibération numéro 34, contre? Abstention? Tous les autres sont pour, merci. 35, contre? Abstention? Tout le monde est pour. 36, contre? Abstention? Oui, d'accord. Tous les autres sont pour, je vous en remercie. 37 contre. Abstention? Tous les autres sont pour, merci. 38 contre. Abstention? Tous les autres sont pour, merci. 39 contre. Abstention? Tous les autres sont pour, merci. Et enfin, 41 contre. Abstention? Tous les autres sont pour, je vous en remercie. Monsieur Hutin, vous avez les délibérations, donc 28, 31 et 40. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc le gros morceau de ce Conseil, le budget primitif. Permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce budget, en particulier François Villain, Martine Schran et Cédric Soquel, avec qui je travaille régulièrement. Et puis une dédicace spéciale pour Bernard Weisbecker, qui m'a envoyé une carte de vœux. Je le remercie, je me permets de lui présenter mes vœux également, où il a signé sa carte de vœux et il m'a rajouté encore une signature. C'est le cas parce que, et je tiens par là à le remercier, il y a un nombre de signatures pour un vice-président en finance qui est extrêmement important. Alain Felgem le sait. Et donc Bernard me supplée quand je suis à Paris le mardi et le mercredi. Je tiens à le remercier vivement. Ça me permet d'espérer qu'il continue. Voilà. Bien, nous allons donc présenter le budget primitif. Bon, il est en ligne directe, droite, avec ce qui a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Alors ce budget, bon, on a une diminution assez brutale des recettes. On a une situation financière fin 2013 qui apparaît comme assez favorable, mais on sait qu'il va y avoir une période de dégradation dans les années qui viennent, en particulier avec la baisse importante de la DGF et puis cette répartition du FPIC qui est absolument inadmissible, du moins c'est ce que nous en pensons. La deuxième remarque qui est dans la première diapo, c'est les dépenses, la fin du contrat ARENA va nous permettre de limiter l'encours de la dette, et l'ensemble de ce budget est émaillé par le fait que la décision d'arrêter l'ARENA et les indemnités qui se termineront d'ailleurs, tout sera réglé en fin de cette année, et c'est pour ça que nous avons une délibération qui suivra, qui sera présentée par Monsieur le Président. Sur les données principales de ce budget, les dépenses de fonctionnement. Alors c'est un tableau de synthèse des dépenses de fonctionnement tout budget. Alors j'attire votre attention sur la petite bulle qui est sur le côté, qui nous donne le côté réel de l'affaire. Nous sommes en baisse de 5-10%. Alors il y a eu un réel effort qui a été fait par rapport aux dépenses de fonctionnement, par rapport aux services. Tout ça étant matiné du fait qu'il y ait les indemnités d'ARENA. On arrive à moins 1,26% pour notre BP 2015. Les recettes de fonctionnement tout budget sont en baisse assez significative. Alors, on l'a expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, en particulier avec un certain nombre de choses qui ont été faites avant, les subventions qui sont en diminution par rapport à des gros sujets qui n'existeront plus l'année prochaine. Alors le solde d'épargne, c'est le diapo suivant. Alors, à nouveau, alors, les dépenses sont des dépenses qui diminuent plus que les recettes, une épargne brute qui progresse et un remboursement de la dette en diminution qui entraîne une épargne nette de 10,4 millions. À nouveau, nous avons retiré l'ARENA pour la clarté du débat. C'est moins 5,4 millions hors ARENA. La diapositive suivante, c'est le financement de l'investissement. Nous avons une épargne nette qui est à hauteur de 15 483 millions, des subventions et dotations dont je parlais tout à l'heure, qui concernent essentiellement le FRAC et la halle au sucre, qui donc sont des subventions qui parlent de l'exercice précédent, et un recours à l'emprunt qui est de 67 millions. Nous avons donc, il y a 27 000 résultats en 2014, ce qui a permis de réduire l'emprunt de l'époque. Et puis je tiens à dire aussi qu'il y a un réel suivi de l'emprunt à la communauté urbaine, avec des emprunts qui sont
on peut dire, sain, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des collectivités sur notre territoire. Les recettes de fonctionnement. Alors, on a une chute exceptionnelle des recettes de fonctionnement, mais qui est à nouveau un peu fictive, ou pas fictive, mais qui est artificielle, compte tenu... Alors, ce qui n'est pas fictif, c'est la fiscalité et les dotations d'État. Et il y a un certain nombre d'autres... 98% des recettes fiscales de notre communauté urbaine, c'est dotations. Voilà. Les recettes de fonctionnement. Nos recettes fiscales, qui sont composées des impôts économiques et des impôts ménages, diminuent de 4,3 millions. C'est ce qu'on pense pour le moment. Je rappelle aussi que grâce à la sagacité des services financiers de la communauté urbaine, qui ont été étonnés d'un problème qui pouvait exister, on a récupéré en 2014 5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, en particulier sur des taxes qui concernaient des grosses entreprises locales. Et je tiens à les féliciter parce que ça ne s'est plus complètement passé à l'as sans la sagacité de nos services. Alors, ce sont des recettes qui sont difficiles à évaluer parce que les CFE, on ne sait pas exactement comment vont se passer le chiffre d'affaires des entreprises. Il y a une époque où c'était stable, on savait à peu près où vraiment on allait. Là, c'est assez volatile et donc on essaie de calculer au mieux, mais et souvent c'est notifié extrêmement tardivement, ce qui ne facilite pas le travail des services. Les recettes de fonctionnement, on a un autre détail qui suit, c'est celui-là. Oui. Alors les dotations de compensation, alors une baisse conséquente, 6 millions d'euros. Dotation globale de fonctionnement, 43 millions, une baisse attendue de presque 5 millions d'euros. À nouveau, féliciter les services parce qu'il y a eu une contestation par rapport à la DGFiP de la hauteur de 1,5 million. Un étonnement, une interrogation et un remboursement d'1,5 million, ce qui nous permet aussi de dire que tout ça est très suivi. Les recettes de fonctionnement. Alors, la taxe sur l'électricité dont nous parlerons tout à l'heure dans le cadre de la dotation de solidarité communautaire, la recette sera à nouveau encaissée par l'ensemble des communes. Alors, pour les recettes encaissées pour les communes de plus de 2000 habitants directement, et pour les communes de moins de 2000 habitants, elle sera encaissée par la communauté urbaine et reversée à celle-ci. Le diapo suivant correspond à ce qui est assez clair, et je pense que c'est une des plus belles diapos, qu'on ne peut pas mieux comprendre comment ça se passe. Une fiscalité en baisse, un fonds de péréquation accru, et malheureusement, une DGF réduite, et puis la taxe pour l'électricité dont je viens de parler, qui a été reversée aux communes, et ça nous donne globalement l'état de nos finances, une baisse globale des ressources d'à peu près 14 millions en 2015, ce qui n'est pas rien. Les recettes de fonctionnement, alors recettes de fonctionnement qui correspondent à une augmentation de 0,9% qui est votée à l'Assemblée nationale dans la loi de finances. Toutes ces recettes pour les ordures ménagères, on maintient le taux de proposition à 17,78%. Ça représente 73% de ces recettes. Sur la collecte, diapo suivant, ce qu'on peut dire pour préciser, c'est que tout ça dépend, et Roméo le sait bien, du tonnage. On ne sait pas exactement d'année en année combien on va avoir de collecte, évidemment de la qualité du tri, ce qui est plutôt exceptionnel dans notre agglomération. Et alors, plus de tonnage, moins de tonnage, et tout ça dépend des recettes. On a une légère baisse des dépenses de fonctionnement, comme une légère croissance des retraites. Des retraites. Je pense que je suis oui, je pense que je suis influencé par mes prises de position au niveau national. Voilà. Légère croissance des recettes qui permet de réduire la subvention du budget principal. Je pense que c'est un budget annexe qui est particulièrement bien géré, et puis une forme de réussite par rapport au tri et à la qualité de ce qui est fait au niveau environnemental dans notre agglomération. Pour ce qui concerne, donc la redevance assainissement, rien de nouveau si ce n'est que l'intégration de la commune de Guyvelde, qui n'était pas prise en compte dans la dotation 2014. Le versement transport, j'en ai parlé tout à l'heure avec le THNS. Nous avons donc 35 millions en caisse aujourd'hui pour l'avenir de ce dont a parlé Damien dans l'ensemble de ses interventions. Nous avons un versement transport qui est à une évolution de 1,05 à 1,55 en 2011, ce qui nous permet de voir ça avec une forme de sérénité quant à l'organisation générale et à l'investissement que nous pourrons amener dans ce THNS.
Il y a un changement de taux de TVA qui n'a pas été répercuté. Il est indiqué en bas. Nous n'avons pas répercuté sur les tarifs. Il y a un impact au niveau scolaire, comme on parlait Sonny tout à l'heure. Il y a aussi un impact avec un certain nombre d'associations qui sont liées à la solidarité, qui risquent de coûter un petit peu à la communauté urbaine dans les années qui viennent. Et ça, enfin, oui, c'est une nouvelle disposition législative. Mais bon, ça, il faudra le prendre en compte sur le financement. Donc, financement transport, baisse des recettes, hausse des dépenses. On est à peu près à 900 000 € en plus. On peut préciser, oui, je crois qu'il faudra voir un petit peu si on peut équilibrer un petit peu mieux tout ça, mais je crois que Damien s'occupe beaucoup de ça, à rencontrer le personnel et à rencontrer l'ensemble de notre délégataire, qui ont bien conscience que bon, les choses doivent être, les efforts doivent être partagés entre notre institution et le délégataire. Les dépenses d'investissement, la moyenne, pour le rappeler, on a rencontré avec les services, c'était... Qu'est-ce qu'on a rencontré C'était qui ? Oui, Standard & Poor's, c'est ça. On a un classement qui est même au-dessus de l'État aujourd'hui. On est un cran au-dessus de la France dans le classement de nos possibilités, de notre bonne gestion. On peut estimer que sur une année, sans aller vers la folie et sans être, on peut avoir des investissements à hauteur d'à peu près 80 millions annuellement en dehors du THNS dont je parlais tout à l'heure. Dépenses d'équipement, donc cette année on a 93 millions. Pourquoi 93 ? Parce que c'est toujours un petit peu plus, puisque la réalisation n'est pas toujours totale. Sur cette année, on pense que le taux de réalisation était de 87%, des 91, donc on va être à peu près dans l'épure qui correspond à ce que nous pouvons faire en dépenses d'équipement, dont nous discuterons bientôt pour l'ensemble des priorités des villes qui ont un certain nombre de souhaits légitimes. Voilà. Alors, les enveloppes, on a l'habitude de casser ici en catégorie fixe, c'est-à-dire ce qui ne peut pas bouger, ce qui est une forme d'obligation, mais légitime pour la communauté urbaine. J'en parlais, les ordures ménagères, l'assainissement, le transport, la voirie, les ponts. Il y a un certain nombre d'exemples ici, mobilité, voirie, assainissement, habitat, déchets, énergie et entretien du patrimoine. Donc c'est un gros morceau, c'est 45,7 millions, plus 4,8 millions hors enveloppe, plus 2,5 millions au plan de rénovation de la voirie dont on parlait tout à l'heure Léon, qui est une démarche nouvelle et exceptionnelle pour rénover nos voiries. Autre investissement, c'est la politique d'aménagement urbain. Alors, les sites de renouvellement urbain, la passerelle du Grand Large, la ZAC des Bassins, la gare de Gravelines. Alors, il y a des exemples, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Tout est dans le budget que vous avez reçu. Il y a l'ANRU, donc l'ANRU 1 et l'ANRU 2 qui va bientôt arriver. Là, on parle de l'île des Peintres à Grande-Sainte et du Jeu de Maille, le secteur de la mairie de Verdune, et puis un certain nombre d'espaces publics centraux, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ça, ce sont les investissements d'aménagement urbain. Les investissements à caractère exceptionnel, ça c'est là, au sucre, le centre européen de marionnettes, ça ce sont les décisions qui ont été prises antérieurement et qui se terminent. La station d'épuration de Bourbourg, on en a parlé aussi. Le centre européen de marionnettes et théâtre d'objets, et la piscine de Saint-Paul intercommunale, Saint-Paul, Petite-Sainte, Fort-Mardic, et le pont du Triangle qui s'est effondré il y a maintenant 3 ans et demi, et dont les travaux vont démarrer en janvier. Et ça, je pense qu'on peut être particulièrement satisfait de tout ça. Malgré le recours, alors nous, on n'a pas eu les ZAD, mais on a eu un individu qui a posé 2 recours, et ce qui nous a permis de perdre 2 ans pour une personne. Et c'est quand même terrible de ne plus réussir à faire des investissements nécessaires pour la population sans avoir un certain nombre de recours qui bloquent tout pour une personne. C'est quand même terrible. Voilà, mais ça s'est passé comme ça. Peut-être y aura-t-il un certain nombre de choses à changer au niveau de la législation. La dette. On est là, la dette ? Oui. Alors, le remboursement du capital de la dette à hauteur de 25 millions, il y a une bonne gestion de la dette. Je crois que c'est un élément important, ne serait-ce qu'au niveau du personnel qui s'en occupe. Je crois que c'est de belle qualité. Et la communauté urbaine gère particulièrement tout cela. Les dépenses de fonctionnement, charges du personnel communautaire, 71 816 pour un BP à 70 824.
On essaie de faire attention globalement. Je disais tout à l'heure, il y avait 35 emplois d'avenir. On fait attention aux heures supplémentaires. Il y a un certain nombre de salaires importants qui n'existent plus, donc, ce qui nous permet aussi de diminuer, d'avoir une évolution en baisse. Les dépenses de fonctionnement, avant c'était complètement éclaté dans le budget. Maintenant, c'est une ligne globale avec nos délégataires. Elles seront en 2015 de 22 144 000. Alors, des détails par rapport aux services. Les produits financiers qui prennent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus d'importance dans le cadre de la gestion de la dette. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel désormais. C'est la financiarisation de la vie, y compris des collectivités locales. Alors, on passe de 13 millions à 11 millions. On a une baisse. Il y a une vraie valorisation de la dette et puis il y a la baisse des taux que tout le monde connaît, dont nous profitons également. Dépenses de fonctionnement, charges de service public hors de la délégation de transport, une forme de 45 643, 45 415, légère diminution de moins 0,5%. Service public, délégation de transport, dont je parlais tout à l'heure, on est à peu près une variation de moins 1,98%. Dépenses de fonctionnement, contribution SDIS, qui est en diminution. Il y a une forme d'harmonisation qui est en cours, mais il faut savoir politiquement que les critères qui servent la communauté urbaine dans le cadre du SDIS lui sont extrêmement défavorables. Et ça peut poser... C'est un problème aussi sur lequel on pourrait discuter au niveau législatif ou tout au moins au niveau réglementaire. Les subventions de fonctionnement qui suivent. Alors là, on va parler un petit peu des subventions. Le petit point qui est mis en exergue, c'est l'AGUR, dont on avait déjà parlé. La question a été posée par M. Emery lors du dernier conseil ou l'avant-dernier conseil. Il y a une baisse de subventions puisque l'AGUR revend son immeuble à une hauteur de 900 000 euros. Et donc, nous ne lui verserons pas 900 000 euros de subventions supplémentaires. C'est un accord qui avait été pris précédemment. Il faut savoir que c'est one shoot, ça n'arrivera qu'une fois, mais c'est 900 000 euros d'économiser. Dépenses de fonctionnement, en particulier dans le reversement aux communes, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Nous allons voter aujourd'hui un budget 2015 qui correspond à la DSC telle qu'elle avait été définie. C'est dur, hein, telle qu'elle avait été définie précédemment. Nous avons pris un certain nombre de décisions au niveau de la conférence des maires. Nous en avons discuté en commission. La DSC va donc évoluer cette année. Et donc, par contre, nous allons voter la DSC en état en 2015. Et nous aurons donc, lors de notre prochain conseil en avril, une décision modificative que je vais vous présenter, que nous n'allons pas voter, mais par esprit de transparence et parce qu'il y a une évolution dans ce domaine, je vais vous exposer ce qui va se passer pour l'année 2015, bien que nous votions le budget en l'état cette année. C'est simplement une question de temps. C'est-à-dire qu'entre le temps que la décision politique a été prise et que le budget ait été imprimé et décidé, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc c'est une décision qui sera prise. C'est un engagement de l'exécutif de la communauté urbaine et du président. Et donc, cette variation de DSC sur laquelle je vais revenir n'aura lieu qu'en avril. Donc, ça repassera en commission, dans la commission au premier trimestre, et nous la voterons en avril. Par contre, là, nous allons voter la DSC telle qu'elle est figée en 2015. Voilà. Monsieur le Président, pour le budget principal, c'est terminé. Est-ce que vous voulez que je présente la DSC? Donc la décision qui a été prise au niveau de la DSC, et elle semble légitime dans le cadre d'un équilibre, dans le cadre de solidarité, dans le cadre de nos communes. Le principe était que personne ne soit pénalisé et que des communes plus pauvres et en difficulté puissent bénéficier d'un effet de solidarité. En 2015, nous allons élaborer un pacte fiscal et financier avec l'ensemble des communes de la communauté urbaine qui intégrera probablement la DSC, mais dans l'attente et devant une forme d'urgence qui existait par rapport à un certain nombre de communes, il y aura un effort supplémentaire de la communauté urbaine, c'est-à-dire que sur ses fonds propres, la communauté urbaine va amener 800 000 euros de dotation de solidarité.
Et la décision a été prise également de redistribuer une partie de la dotation garantie en part solidarité. C'est-à-dire qu'on va retirer 2,3 millions de la part garantie au prorata du montant de chaque commune et ajouter 2,3 millions de dotation de solidarité. C'est-à-dire ce qui est garanti va être diminué et ce qui est solidaire va être augmenté. Ce qui va nous permettre de donner à un certain nombre de communes qui sont en déséquilibre par rapport à ces dotations de solidarité, une possibilité financière plus importante dans l'année qui vient. En fait, on peut dire que le verrou qui bloquait peut-être un peu ce calcul qui était devenu fixe et établi a sauté, et on s'oriente vers une augmentation de la surface financière dévolue à cette dotation de solidarité communautaire et un partage plus orienté vers la solidarité que vers la garantie. Les communes qui risqueraient de perdre, et là c'est important pour leur budget aussi, ne perdront pas puisque nous nous basons sur l'augmentation de la taxe, sur le pourcentage d'augmentation de la taxe sur l'électricité qui est reversée par la communauté urbaine à toutes les communes. Donc l'ensemble des communes ne verra pas son budget obéré. Par contre, certaines verront un appui financier qui ne sera pas négligeable et qui semble indispensable pour un certain nombre d'entre elles. Voilà. Deuxième point, et là c'est un point qui est aussi assez exceptionnel, je pense que c'est unique en France, nous allons créer une dotation de solidarité communautaire exceptionnelle pour des communes qui sont dans un cas de déséquilibre budgétaire. C'est le cas aujourd'hui pour l'une d'entre elles dans notre communauté urbaine. Celle-ci sera décidée sur demande explicite du conseil municipal, c'est-à-dire que le conseil municipal devra voter le fait que la communauté urbaine lui vienne en aide. Celle-ci sera contrôlée par les services de la communauté urbaine, ce qui me semble assez légitime également. Et celle-ci rentrera dans le cadre d'un plan global de redressement des finances communales. Le financement sera assuré donc par la communauté urbaine, il sera exceptionnel, mais il permettra à des communes d'éviter la tutelle. Et ça, c'est dramatique parce que, pour ceux qui connaissent un peu la tutelle, là, le préfet décide de tout et peut décider même d'augmentation d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 200-300%, ça s'est déjà vu. Et donc, dans l'esprit communautaire de solidarité, se retrouvera sur un moment particulier, dans le cadre d'une difficulté particulière. Aujourd'hui, une commune a déjà voté, en particulier la demande d'aide communautaire. Je pense que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une vraie solidarité intercommunale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation catastrophique du fait voilà, ne cherchons pas non plus, mais on est dans une situation catastrophique et la communauté urbaine, plutôt que de laisser une commune s'enfoncer dans une situation gravissime, donne un coup de main momentané et une aide logistique et institutionnelle. Voilà. Alors ce sont les deux choses qui seront votées en avril. Donc cette dotation de solidarité communautaire avec une augmentation de 800 000 € sur fonds propres et un partage différent, plus orienté vers la solidarité, et une dotation de solidarité communautaire exceptionnelle dans le cadre d'une commune ponctuellement en grande difficulté. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais expliquer avant que nous nous prononcions sur un vote au mois d'avril sur ce sujet particulier. Très bien. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Van Felgem. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Dans un contexte économique et social particulièrement contraint, la plupart des collectivités constatent effectivement un effet de ciseau, une érosion continue de leurs moyens, une hausse des charges. Nous ne nous voilons pas la face, les ressources se réduisent depuis plusieurs années, quand le niveau de fiscalité pesant sur les ménages et les entreprises ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Avec un budget de 503 millions d'euros, des recettes à hauteur de 425 millions d'euros, d'ailleurs, lorsqu'on compare à 2014, vous avez bien fait de souligner, Monsieur le Vice-président, qu'en 2014, nous avions eu une recette exceptionnelle de 5 millions d'euros, ce qui veut dire que nous sommes quasiment sur une stagnation de nos recettes, ce qui représente plus de 2100 € par habitant. Dans une période aussi de faible inflation, il faut le souligner, cela nous donne quelques marges de manœuvre que nous envient, vous le savez, beaucoup de collectivités. Ainsi, les moyens financiers de la CUD devraient permettre de répondre aux grands défis de notre territoire, défis démographiques, vieillissement de la population, attractivité du territoire, place accrue de l'environnement dans l'action publique,
développement de la cohésion sociale et solidarité avec les communes. Bien sûr, l'interrogation sur les dépenses est légitime, mais il ne faut pas sortir la hache à faire des économies comme principal objectif. Attention au risque de dérive gestionnaire qui peut amener le comment à occulter le pourquoi. Ainsi, la baisse des charges du personnel, dont l'objectif de réduire les effectifs de 50 postes en 3 ans, soulève de nombreuses questions. En particulier, quelles conséquences sur le service public? La qualité des services publics est l'un des piliers de notre modèle républicain et un atout pour la compétitivité économique de notre territoire. Même si certains n'ont jamais admis la notion française du service public et agissent depuis toujours pour une libéralisation de la sphère publique. De plus, cela se traduit, vous savez, parfois par le dénigrement des personnels des collectivités locales. Or, sans les personnels qui nous accompagnent dans nos collectivités, nous ne serions pas en mesure d'accomplir les tâches qui sont les nôtres et de répondre aux attentes auxquelles nous nous sommes confrontés en tant qu'élus. Vous le savez, il y a une profonde injustice à entendre des discours stéréotypés contre les fonctionnaires. Outil de cohésion sociale et de cohérence territoriale, le projet communautaire doit mutualiser ce qui doit l'être pour être efficace. C'est le chemin sur lequel ce budget 2015 devrait nous engager pour tracer un destin collectif à notre territoire. Ce budget manque de vision. D'ailleurs, vous êtes occupé, Monsieur le Vice-président, déjà de nous présenter l'ADM du mois d'avril, au moment où on vote ce budget. Par ailleurs, j'ai vu dans la presse que Monsieur le maire de Tétégal a annoncé un soutien de la communauté urbaine à l'opération en rue de Grotte. Et on sait combien c'est nécessaire, Monsieur le maire. Je n'ai rien vu d'inscrit. Or, vous savez que l'Henri de Grotte est donc une dotation régionale. C'est une réhabilitation. Et le projet n'est pas de réhabiliter, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, la question reste posée. Projet de gestion ou projet de développement? En conséquence, Mesdames Croquet-Daman et moi-même allons nous abstenir. Très bien. D'autres? Monsieur Emery. Oui, mais, Mesdames, Messieurs, il y a trois délibérations qui nous sont soumises. Sur la 31, qui concerne le budget. D'abord, vous dire, Monsieur le Vice-président, que par rapport à ce qui a été dit et demandé en commission des finances, c'était le 8 décembre, et par rapport à ce qui nous avait été quand même promis, nous sommes toujours en attente d'un certain nombre de questions qui nous semblent simples. Je parle ici de la décision modificative numéro 3. C'était ce que représentaient les cessions pour 900 000 €, les nouvelles subventions pour 500 000 €. Revenons maintenant au budget primitif. Alors, l'exposé que vous avez fait se veut didactique, mais il faut le dire, n'est pas vraiment parlant, tellement il y a d'écart entre ces dizaines, ces centaines de millions d'euros et notre horizon financier, beaucoup plus limité. Alors je pense que vous auriez gagné, ça avait été fait lors du débat d'orientation budgétaire, à rappeler quand même une donnée fondamentale, c'est la richesse fiscale. La richesse fiscale, le potentiel de la communauté urbaine qui est de plus de 2 000 €, qui est le double des communautés de même importance. Alors vous nous avez parlé des dépenses de fonctionnement qui sont en baisse et nous allons vous donner quelques pistes. Et pour cela, il suffit de se reporter au document qui doit être approuvé en fin de séance. C'est la liste des décisions prises par le président. Et qu'est-ce que nous voyons
En numéro 10, un marché passé avec la société IBM pour l'acquisition d'une solution de vidéoconférence pour l'équipement de la halle au sucre. Et en avant, c'est parti pour 97 000 € TTC. Je ne reviens pas, mais quand même j'en parle, sur le marché passé avec la société Test pour 474 000 €. Nous allons un peu plus loin. Nous allons un peu plus loin et qu'est-ce que nous voyons? Qu'il y a un marché à bon de commande passé avec la société Cortex relatif à la conception, le développement, l'installation et la maintenance d'un portail web, enfin un site internet pour la halle au sucre et le Learning Center Ville Durable. Le marché, sans montant minimum ni maximum, passé pour 1 année et reconductible 3 années supplémentaires. Et en avant, c'est parti pour 212 735 € hors taxe, soit, si vous rajoutez 20%, nous sommes plutôt à 235 000. Et nous continuons, un marché à bon de commande passé avec la société Marine Communication, conception, réalisation des supports d'information et de communication autour du projet de restructuration. C'est pour ça que nous vous avons proposé de faire ça de manière resserrée en une fois. Et on est parti pour 64 000 €. Des sommes conséquentes. Et puis on va à la décision 37, marché à bon de commande avec la société Apidé. Ah oui, ça c'est sûr qu'il doit être Happy. Moins, nous, un peu moins. Relatif à l'assistance, maîtrise d'ouvrage pour l'organisation, l'animation, la concertation. Ah, dis donc, ça coûte cher cette concertation dans le cadre du projet de restructuration. Et on est encore reparti pour 147 000 € hors taxe. Donc, ce qui nous en donne à peu près 28 000 en plus, c'est-à-dire 175 000. Donc, voyez-vous, sur les dépenses, il y a certainement un certain nombre de pistes pour baisser les dépenses de fonctionnement. Et puis, on va parler des recettes maintenant. Vous dites que les recettes sont en baisse. Ben, on va vous donner quelques pistes pour avoir des recettes en hausse. Décision 51 du président. Convention de mise à disposition du bâtiment jumeau de la halle AP2 au Fonds régional d'art contemporain Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, ce FRAC, ce FRAC où on dépense beaucoup de fric d'ailleurs, représenté par son président, M. Jack Lang, d'une superficie de 1900 mètres carrés, pas rien. Le FRAC a sollicité la communauté urbaine pour la mise à disposition du bâtiment jumeau de la halle AP2, afin de lui permettre d'exercer pleinement ses missions principales, à savoir la constitution et la diffusion de collections. Enfin, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre qui aillent voir ce qui est exposé au FRAC, qui ne seront pas déçus du voyage. Alors cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Gratuit, eh oui. Peut-être un peu d'argent à tirer. Et puis la 55 à Suite-Côte, mise à disposition d'une partie de la ferme Nord, service départemental d'incendie et de secours. Vous savez, ce service départemental d'incendie et de secours auprès duquel on contribue de manière très large. Les sapeurs-pompiers ont besoin d'une formation permanente, mais on en est bien d'accord, et pour ce faire, pratiquer régulièrement des manœuvres. Mais nous en sommes bien d'accord. La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. Donc vous avez, voyez-vous, quelques pistes de recettes. Et puis dans les sessions, la communauté urbaine a mis en location société Domo-Service et CGST-SAF des locaux à usage de bureaux et d'ateliers situés boulevard des Flandres à Grande-Synthe. Il y a peut-être de la cession de patrimoine immobilier parce que la communauté urbaine n'a pas vocation à louer des bureaux. Je ne parle pas du hall technologie. Ça, c'est un sujet différent, mais lorsque vous louez des bureaux dans le tertiaire, la communauté urbaine n'a pas vocation, est un travailleur privé. Donc vous voyez, vous avez des possibilités de cession pour recentrer la communauté urbaine sur ses missions. Vous avez les possibilités de dépenses de fonctionnement en baisse. Vous avez des possibilités de recettes en hausse. Et puis, il ne faut pas l'oublier, parce que ça, pourtant, vous nous l'aviez dit, je pense, en commission des finances, mais je ne l'ai pas retrouvé, nous ne l'avons pas retrouvé dans la présentation. Les recettes fiscales de la communauté urbaine à périmètre constant sont encore en hausse cette année. Alors que tout le monde se serre la ceinture, il y a plus 700 000 €, si on neutralise les 5 millions de résultats exceptionnels grâce au professionnalisme des services financiers. Voilà ce que nous voulions vous dire sur l'ébauche de budget que vous nous avez donné, parce que
Comme l'a dit l'orateur précédent, nous sommes dans une ébauche, puisque vous nous annoncez déjà la décision modificative avec la dotation de solidarité communautaire. Voilà les remarques qu'il y a à faire sur le budget. Et puis sur la dotation de solidarité communautaire, nous n'allons pas participer au vote. Nous avouons qu'entre vos plus de 3 millions, vos moins de 3, que finalement il y aurait moins d'argent, mais que personne ne serait impacté, je me suis dit, le vice-président est devenu magicien, donc il faudra un peu mieux nous l'expliquer. Nous avions demandé, là encore, qu'on nous fournisse tout simplement le tableau de ce qu'il serait lorsque l'objectif et la proposition auront été mis en œuvre, parce qu'il n'y a que les chiffres qui comptent. Nous ne l'avons pas reçu, nous le regrettons. Voilà la contribution du groupe Défi Bleu Marine au débat budgétaire. Je vous remercie. Monsieur Ringot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Quelques mots sur ce premier budget de cette mandature 2014-2020. Ce budget est bien sûr caractérisé par l'effort de solidarité nationale qui a été rappelé, demandé à toutes les collectivités afin de limiter le déficit de la nation à 4,3% du produit intérieur brut. Globalement, nos recettes de fonctionnement, tout budget confondu, seront donc en recul de 13 608 000 €, soit moins 3,10% par rapport à l'exercice 2014. Situation historique au sein de notre communauté urbaine, faut-il le rappeler. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles seront en recul de 5,10%, soit moins 20 687 000 €, nous permettant de préserver ainsi une épargne brute de 40 millions d'euros contre 33 millions en 2014, en progression donc de 7 millions d'euros. Le budget d'investissement, 93 millions d'euros seront budgétés en 2015 contre 110 millions en 2014, soit une baisse de 15%, moins 17 millions d'euros, ce qui peut se comprendre en ce début de mandature et compte tenu des baisses de recettes de cette année 2015 et à venir en 2016 et 2017 qu'il nous faut déjà anticiper. C'est un budget prudent qui poursuit, hormis l'Arena, la plupart des opérations engagées sous la précédente mandature. Le recours à l'emprunt sera toutefois sollicité à hauteur de 67 millions d'euros, contre 56 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de 11 millions d'euros, plus 20,06% par rapport à 2014. Nous rembourserons par ailleurs en 2015 25 millions d'euros, ce qui générera, compte tenu de l'emprunt prévu, une augmentation du stock de dette de notre collectivité de 42 millions d'euros, et ce qui portera le montant total de l'endettement à 384 millions d'euros contre 352 millions à la fin de cet exercice 2014. Cet effort est nécessaire afin de continuer à équiper notre agglomération et afin de soutenir nos entreprises régionales en attente de travaux et de perspectives. C'est tout de même un point à surveiller. Nous nous félicitons de la poursuite dans le domaine des transports de la réalisation du site propre Grande-Sainte-Saint-Paul, Dunkerque-le-Frincouc, initié sous la précédente mandature avec la constitution d'une provision, grâce au versement transport acquitté par les entreprises de plus de 9 salariés, d'une provision de 40 millions d'euros à fin 2015 et grâce également à une aide de l'État, de la région et du département en instruction. Cet axe rapide, comme la liaison ferroviaire Calais-Gravelines-Bourbourg-Dunkerque, inaugurée par le conseil régional ce samedi dernier et à laquelle nous avons délibéré à hauteur de 5 millions d'euros, contribuera également à améliorer les déplacements au sein de notre agglomération. Il nous restera ensuite à traiter le faisceau Est, en mobilisant tous les partenaires intéressés par cette liaison ferroviaire avec la Belgique, et notamment les communes de l'Est de la communauté urbaine. Dans le domaine économique, essentiel, l'effort supplémentaire de 250 000 € envers Dunkerque Promotion, que nous avions proposé également, est positif. Il faut se donner les moyens de lutter avec les agglomérations de notre taille, en mutualisant nos moyens avec le grand port maritime de Dunkerque, mais aussi avec les agences de promotion de la Côte d'Opale. Dans le domaine des grands équipements, signalons l'inscription budgétaire de 300 000 € pour la reconstruction de la patinoire de Dunkerque pour un coût total d'opération estimé à 21 millions d'euros. C'est une nécessité, chacun en convient, je pense. Il faudra cependant pour ces grands équipements veiller, à mon sens, à une bonne répartition sur toute l'agglomération, à l'image de ce qui a été fait par le passé,
pour le zoo à Fort-Mardic, le golf à Coudekerre-Village, le planétarium à Capelle-la-Grande, etc. Si nous souhaitons constituer une véritable agglomération intégrée, la localisation bien répartie sur tout le territoire de ces grands équipements est à mon sens une nécessité en termes d'aménagement du territoire, d'autant plus qu'à l'avenir, nos transports en commun, comme nous l'avons évoqué, seront plus performants, favorisant ainsi les liaisons. Je terminerai mon propos en formulant le vœu que cette année 2015 à venir nous permette d'ailleurs d'établir le projet communautaire 2015-2020, afin d'avoir une totale visibilité politique de nos actions pour nos populations et pour l'ensemble des communes de notre programme communautaire. Pour toutes ces raisons, avec mes collègues du groupe Littoral Gagnant, élus gravelinois de Fort-Mardic, de Spicaire, de Capelle-la-Grande et d'Ambrousse-Capelle, nous voterons ce budget 2015. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Frémont. Merci, Monsieur le Président. J'interviens ici au nom du groupe Rassemblement républicain pour le littoral en mouvement. Dans toute assemblée délibérante, assemblée nationale ou assemblée locale, le vote du budget permet de définir quels sont les membres de la majorité et de l'opposition. Par son vote, chaque élu se positionne donc clairement. Aujourd'hui, le président de la communauté urbaine de Dunkerque propose aux élus communautaires de s'exprimer sur le premier budget du mandat. C'est un vote fondateur pour une nouvelle majorité. Et c'est un vote qui nous est proposé aujourd'hui. Par ce vote de début de mandat, chacun s'exprimera librement sur son appartenance ou non à cette nouvelle majorité. Depuis 8 mois, la CUD a changé. Isabelle Kerkhove rappelait au cours du débat d'orientation budgétaire et au nom du groupe Rassemblement républicain pour le littoral en mouvement, le changement de gouvernance et le travail collectif et de l'ensemble des maires de l'agglomération. Sans aucune exclusion et toujours dans un esprit constructif pour l'intérêt des habitants. Les budgets de toutes les collectivités sont aujourd'hui difficiles et notre marge financière est faible. Les dotations de l'État et les recettes baissent, respectivement de 10% et de 3% pour la communauté urbaine de Dunkerque. Baisse des recettes que nous compenserons par une baisse des subventions de 6% et des dépenses du personnel de 1%, mais aussi par l'arrêt du projet de l'Arena. Malgré ces difficultés et cette faible marge de manœuvre, nous avons souhaité aller de l'avant en priorisant dans ce budget la lutte pour l'emploi, la mobilité et les transports et l'action en faveur du plan climat. En voici quelques exemples concrets. Soutien aux entreprises locales de travaux publics au travers d'un plan exceptionnel de rénovation de la voirie, des rues, des trottoirs et des pistes cyclables. Renforcement du dispositif Réflexe Énergie en accompagnant les projets de travaux d'économie d'énergie pour les logements. Priorité à la mobilité, dont nous faisons le premier budget communautaire, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Carême. Ce projet ambitieux prendra plusieurs années, mais nous rénoverons le réseau de transport public pour le rendre plus fiable, plus rapide et gratuit. C'est une attente de nos habitants. Nous investirons aussi cette année 4,3 millions d'euros dans des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, sans oublier les 38,9 millions pour la collecte et les traitements des déchets qui y participent également. Au cours du débat d'orientation budgétaire, tous les groupes de la majorité ont souhaité une répartition plus juste des dotations de la communauté urbaine entre les communes. 3 premières mesures ont été prises dans ce sens. Permettre aux communes de percevoir la taxe d'électricité, rééquilibrer la dotation sociale communautaire et mettre en place une aide exceptionnelle en direction des communes en grande difficulté, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Hutin. Ce débat n'est pas terminé, il commence. Et une nouvelle délibération nous sera proposée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au Conseil communautaire d'avril 2015, qui redéfinira les critères de cette DSC. Un pacte d'objectifs sera aussi signé au cours de l'année entre le président de la communauté urbaine et chaque maire de territoire. Pacte qui définira les priorités de chaque commune avec la communauté urbaine pour les 6 prochaines années. N'oublions pas que la solidarité entre la CUD, les communes et les habitants est le fondement même de l'intercommunalité. La CUD continue à financer directement l'habitat, les voiries, l'eau, l'assainissement et la sécurité incendie, par exemple.
Il s'agit d'une nouvelle gouvernance, un nouveau travail collectif, faire de la gestion publique autrement, en associant tous les maires et leurs habitants. Tel pourrait être le label de ce budget 2015. Je vous remercie.